Bonjour à vous et bienvenue dans le 205e et dernier épisode de cette 6e saison de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Dans une première partie, je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et dans la seconde, je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail du deuxième album des aventures d'Ange Leca, un titre baptisé Monstre américain que l'on doit au scénario conjoint de Tom Graffin et Jérôme Roper, au dessin de Victor Lepointe et le tout est publié chez Grand Angle. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, la sortie de l'adaptation du roman de Cédric Sapin-Defour, Son odeur après la pluie, une histoire de relation entre l'homme et l'animal qu'adapte le talentueux José-Luis Munuera pour les éditions Le Lombard. Je parlerai ensuite de Vincent avant Van Gogh, belle biographie en bande dessinée sur l'artiste hollandais avant qu'il ne devienne peintre, un album signé Sergio Salma que publient les éditions Glénat. Avec Lointain Mémo, le scénario d'Anaël Hermance nous parle de l'après-AVC dans un album doux et captivant mis en dessin par Sandrine Revel et édité chez Dargaud. Il sera temps ensuite d'aborder la trivialité du quotidien dans un album humoristique baptisé Linge sale, amour et céréales, un titre que signe Pozla et que publie aussi les éditions Dargaud. Je reviendrai aussi sur un album sorti en janvier, Queen Lille, titre qui nous parle des femmes et de la prohibition et que l'on doit à Stéphane Le Mardelet, aidé par Laurent Busso, un album fort intéressant publié chez La Boîte à Bulles. Enfin, je terminerai par la réédition de l'album Les Années Douces, œuvre du maître mangaka Jiro Taniguchi, qui adapte ici un roman d'Hiromi Kawakami, un album sorti dans son sens de lecture originale au sein d'une collection des éditions Casterman, 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore parmi les différents albums bonus. Sachez que si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. C'est de l'autre côté de l'Atlantique que je vous emmène aujourd'hui sur mon coup de cœur principal, ou plutôt c'est le journaliste placardisé d'origine corse Ange Leca qui nous y entraîne. De notre côté, nous allons lui emboîter le pas avec plaisir. Le nom vous dit d'ailleurs peut-être quelque chose car Ange Leca est un héros récurrent. Tout au moins, c'est ici la seconde aventure que l'on découvre où il est le personnage central, un deuxième album baptisé Monstres américains. Notre héros ne semble pas au mieux quand on le découvre dès la première page, mal rasé, la chemise ouverte et la mine fatiguée, il traîne son spleen sous le soleil corse au cours d'un été qui s'annonce très chaud, même de l'autre côté de l'Atlantique. En cet été 1911, la crue parisienne que l'on découvrit dans le premier épisode laisse place à une chaleur étouffante, aussi étouffante que l'affaire qui attend notre héros dans cette seconde livrée qui n'est pas à proprement parler une suite. Pour rappel, Ange Leca est un journaliste à la vie privée tumultueuse, licencié dans le premier épisode par son patron, dont il était l'amant de sa femme. Il avait mis un point d'honneur à résoudre une mystérieuse affaire sur laquelle il enquêtait. C'est donc un personnage torturé, avec ses zones d'ombre et ses défauts, qu'a imaginé Tom Graffin, lui qui travaille avec Jérôme Roper sur cette histoire, dont j'ai été content de voir qu'elle avait une continuité avec ce deuxième volume arrivé en librairie au début du mois de juillet. C'est un courrier arrivé tout droit d'Amérique qui va ici déclencher l'histoire, une lettre qui provient d'un ami, Marie-François Goron, qui va le mettre en lien avec un autre Corse, détective privé installé aux États-Unis, un certain César Caponi, embarqué sur une drôle d'enquête bien complexe.
Voilà que depuis quelque temps, des femmes disparaissent mystérieusement à New York et pour le moment, le détective français a bien du mal à y voir clair et à faire émerger un suspect. C'est pour cette raison qu'il va recevoir l'aide du talentueux Ange Leca, même si on découvre rapidement que ce dernier a une autre motivation bien en tête qui va lui donner envie de prendre le bateau pour rallier Big Apple. En effet, il a découvert que son ex-amante, Emma Capu, femme de son ancien patron, Alfred Clouet des Perruches, vit elle aussi à New York, ville dans laquelle il pourrait enquêter à la fois sur les mystérieuses disparitions, tout en remontant le fil de sa belle Emma pour la retrouver. C'est donc sur cette double quête que va se lancer Ange Leca en se faisant aider de Ray, jeune gamin espiègle et débrouillard, qui est le fils de César Caponi, un enfant qui saura l'aider au quotidien et lui faciliter le travail en Amérique. Pour remonter la piste des suspects, il peut aussi compter sur le flair de son chien, compagnon du quotidien, un dalmatien à la truffe toujours en alerte qui répond au nom de Clémenceau, personnage symbolique du début du siècle dernier en France. C'est donc tout ce contexte que déploie ici le duo d'auteurs qui offre au crayon de Victor Lepointe une histoire aux petits oignons se déroulant dans une ville de New York que l'on redécouvre avec plaisir sous les crayons de l'auteur Marnet. Déjà charmé par le passé, par son style réaliste, fourmillant de détails et proposant une lecture claire, j'ai retrouvé le même plaisir à me plonger dans ce nouvel album où il est capable de faire revivre avec élégance le New York du début du XXe siècle. Son découpage rythmé, le caractère qu'il donne à chaque personnage ou encore la beauté des couleurs plutôt froides, en dépit de la chaleur étouffante qui règne à New York, sont autant d'éléments qui finissent de faire passer un très bon moment de lecture en se plongeant dans cette histoire. Avec ce deuxième volume, le trio d'auteurs est en train d'installer un personnage attachant en dépit de ses défauts, une aventure qui en appellera certainement d'autres, tout au moins c'est ce que la fin de l'album suggère. À votre tour, je vous invite à suivre les pas d'Ange Leca, une aventure qui tient en 72 pages et qui est agréable à lire pour un album sorti le 2 juillet dernier aux éditions Grand Angle. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. C'est par une adaptation littéraire que je propose d'ouvrir cette revue des sorties, l'adaptation du roman de Cédric Sapin-Defour, un titre baptisé Son odeur après la pluie, qui parle de sa relation avec son chien, avec une grande sensibilité et beaucoup d'humanisme. C'est le talentueux et toujours très bien inspiré José Luis Munuera qui s'attaque à cette adaptation, entraînant le lecteur dans le sillage du personnage principal, Cédric, et du fidèle compagnon qu'il s'est choisi, Hubac. D'ailleurs, en découvrant cette scène où Cédric se rend chez une éleveuse de bouviers bernois, on découvre même que c'est en réalité ce petit chiot d'1 mois et demi qui deviendra le compagnon de Cédric qui a choisi celui-ci. Avec cette petite tête attendrissante et ce regard perçant, le chiot qui s'était caché a fait une entrée retentissante dans la vie de son futur partenaire, à tel point que quand ce dernier disparaîtra, il en fera un livre. Cédric, on le découvre d'ailleurs dans la première partie de l'album, il est professeur d'éducation physique au collège, passionné par la montagne, d'où le nom de son chien, et il va se perdre dans la nature dès qu'il a un moment à lui. Sa vie va forcément changer avec l'arrivée dans celle-ci d'Hubac, il va devoir commencer par faire ses cartons pour quitter son appartement, vivant un temps au grand air en nomade dans sa camionnette avant de rejoindre Ferdinand et Marie dans leur maison voisine. Ce couple de personnes âgées, parents de substitution de Cédric, porte un regard bienveillant et protecteur sur cet amoureux de la nature qui deviendra bientôt amoureux tout court après l'apparition de Mathilde dans sa vie. Chaque personnage, chien y compris, possède ici sa propre partie, sa propre version d'une histoire simple que l'on voit se déployer sous nos yeux, une histoire qui repose sur un lien que tissent les humains entre eux ou les humains avec les chiens. Dans une postface en fin d'album, Cédric Sapin-Defour rend un bel hommage au travail d'adaptation que fait José Luis Munuera ici. Sur ce point, pour ne pas avoir lu le roman d'origine, je lui fais confiance tant le résultat final en bande dessinée est captivant. Le trait de l'auteur espagnol est d'une grande précision et il fait émerger de son dessin une grande sensibilité qui permet souvent de bien saisir le lien profond qui existe entre l'homme et l'animal.
La nature joue aussi un rôle prépondérant, métaphore de cette simplicité du lien qui sait aller à l'essentiel. Elle se montre douce et généreuse à l'image de la relation qui s'est établie entre Cédric, Mathilde et Hubac, bientôt rejoints par Corday et Frison. Ce sont les éditions du Lombard qui publient cette belle et touchante bande dessinée que j'ai pris grand plaisir à découvrir, un titre sorti en librairie le 23 mai dernier que je recommande chaudement. De Vincent Van Gogh, nous connaissons aujourd'hui tout ou presque, même si avant de devenir le peintre que sa postérité rendra célèbre grâce à sa belle-sœur, la femme de son frère Théo, on ne sait pas grand-chose finalement de ses jeunes années. Avec l'album Vincent avant Van Gogh, c'est l'occasion de découvrir de sa prime jeunesse jusqu'à l'âge de 27 ans où s'amorce sa carrière de peintre, les premières années de cet artiste tourmenté au destin qui semblait pourtant tout tracé. C'est d'ailleurs sur l'esplanade des musées à Amsterdam, devant le musée Van Gogh, dont l'architecture tout en rondeur n'est pas sans rappeler le trait de l'artiste hollandais, que commence le voyage. On remonte très rapidement le temps pour se diriger vers une autre ville des Pays-Bas, Zundert. Nous sommes alors entre les années 1850 et 1860, durant l'enfance de celui qui va faire une drôle de découverte alors qu'il vient tout juste d'apprendre à lire. Sur une tombe d'un cimetière de la ville, il peut y lire son nom et son prénom, Vincent se rendant alors compte qu'un an tout juste avant son arrivée dans la famille Van Gogh, celle-ci devait faire le deuil d'un premier Vincent Van Gogh qui devient le narrateur de cet album. C'est depuis cette voix d'outre-tombe de cet enfant qui n'aura jamais grandi que nous est raconté les premières années de l'autre Vincent, celui qui deviendra le peintre reconnu après sa mort, après avoir été un jeune homme tourmenté. Pourtant, fils de pasteur et grandissant dans une famille plutôt aisée, le destin de Vincent semble très vite scellé puisque le père le fait embaucher, après des études très vite avortées, au sein de la galerie d'art Goupil, une affaire familiale. Si Vincent Van Gogh y découvre un intérêt pour l'art, son manque de diplomatie et son peu d'appétit pour le commerce vont l'éloigner de cette activité pour se rapprocher petit à petit de la religion au fur et à mesure d'une foi qui ne cesse de grandir. Mais rien n'est simple pour le jeune Hollandais qui sillonne les villes, Londres, Amsterdam, Paris, La Haye, mais qui peine à se trouver une activité dans laquelle il s'y épanouira, aux grandes dames de sa famille, son confident de frère, Théo y compris. C'est un destin vraiment singulier que nous raconte ici Sergio Salma dans un album aussi captivant que passionnant à lire, un titre dans lequel j'y ai appris de nombreuses choses, permettant d'avoir un regard plus complet encore sur qui était Van Gogh. Son dessin participe au plaisir de la lecture, son trait est simple mais précis, la mise en couleur dans des teintes sombres, signée Amelia Navarro, souligne cette jeunesse singulière qui commence et s'achève avec des couleurs plus lumineuses toutefois. Biographie dessinée que j'ai vraiment pris plaisir à parcourir, Vincent avant Van Gogh est sorti le 18 juin dernier chez Glénat, un titre éclairant sur un artiste majeur du 19e siècle que je vous recommande chaudement, comme vous pouvez vous en douter. C'est une histoire d'une grande sensibilité dont je voulais vous parler maintenant, une histoire qui parle de résilience avec douceur et réalisme, car tout n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer pour l'héroïne qui s'appelle Claire. Enseignante dans la vie, cette Française, expatriée en Espagne par amour pour ce pays, est à une période où elle doit complètement réinventer son existence, à commencer par les petites choses du quotidien. C'est sur une plage de Galice que nous la découvrons, nous sommes au début des années 2000, le pétrolier mal baptisé le Prestige s'est échoué à quelques kilomètres des côtes et Claire fait partie de ces bénévoles venus nettoyer les plages du mazout qui les a souillées. Si Claire est là, c'est également pour une autre raison, la jeune femme rousse coupée court a aussi besoin de se reconnecter avec elle-même et de prendre du recul sur un quotidien qui a totalement été bouleversé ces derniers mois. En effet, et on le découvre assez rapidement, Claire a été victime d'un AVC alors qu'elle donnait un cours, un accident de santé qui aura beaucoup de conséquences sur sa fonction langagière, le cœur du métier qu'elle pratiquait au quotidien. D'ailleurs, dès les premières pages, alors qu'elle est au bar après sa journée passée sur la plage à nettoyer, on devine que Claire a du mal à suivre les conversations et à trouver les mots qui permettent de rebondir sur celles-ci. À la maison, Claire jonche même son appartement de post-it qui lui permettent de bien nommer les choses et d'entraîner un cerveau qui ne répond plus à ses demandes, même quand il faut faire de la traduction.
Voilà donc cette femme que l'on va suivre ici sur les 116 pages d'un album que j'ai trouvé aussi touchant que captivant, un scénario signé Anaëlle Hermans qui fait preuve d'une belle subtilité et qui emporte le lecteur dans une très belle histoire humaine. Pour la mise en dessin, elle a confié cette histoire à une dessinatrice qui sait faire preuve de cette même humanité, n'ayant pas peur de s'attaquer à des thématiques fortes, je veux parler de la talentueuse Sandrine Revel. Son trait d'une grande douceur et d'une certaine générosité est porté par une belle mise en couleur qui semble mélanger crayon pastel et crayon de couleur, un style qui lui est propre et qui donne toujours de superbes résultats, et cet album ne déroge pas à la règle. C'est en avril dernier que cet album est apparu sur les rayonnages des librairies, un titre que je vous encourage à découvrir à votre tour pour un album qu'édite la maison d'Argo. Toujours chez Dargaud, c'est la trivialité du quotidien avec laquelle s'amuse l'auteur Pozla dans son nouvel album baptisé Linge sale, amour et céréales, un titre arrivé en librairie le 6 juin dernier. Album comique dans lequel les situations sont parfois exagérées, justement pour créer cet effet, on ne peut pas s'empêcher à la lecture de cet ouvrage de s'y retrouver ici et là dans des situations parfois d'une grande banalité où Pozla opère un décalage. Dans un format bien connu de celles et ceux qui aiment les albums humoristiques, on retrouve une série de sketchs qui parfois peuvent se suivre et souvent non, des sketchs qui tiennent souvent en une page et parfois plus au gré de l'inspiration de l'auteur. Voilà donc le menu qui vous attend ici, un livre qui s'ouvre en fanfare avec cet enfant de 10 ans qui se promet de faire mieux que son père et assure fidélité et amour à sa future femme avant que son double adulte ne vienne en fin de gag lui demander d'arrêter de faire des promesses à la con. Le ton est donné, comme je le disais d'entrée, ce sont les amours, les amitiés, la vie de famille ou encore la vie parentale que l'auteur passe au scalpel avec des sketchs souvent mordants et vachards, mais aussi pleins de tendresse. Totalement client de ce genre d'humour, j'ai adoré retrouver les réflexions des Playmobil qui reviennent comme un running gag dont les articulations manquantes sont souvent source de cet humour décalé dont je parlais. Comme je le disais aussi, les relations amoureuses sont souvent au centre de ces histoires, des couples que l'on voit fréquemment à vélo, mais à qui il est parfois réservé un sort peu enviable. Les relations parents-enfants sont aussi mises en avant comme cet adolescent qui répond oui à toutes les injonctions de ses parents, même quand ils lui demandent s'ils se foutent de leur gueule en chute de gag. Tout est du même tonneau, avec plus ou moins de réussite, selon notre sensibilité à certains sujets, mais dans l'ensemble, on passe un excellent moment de lecture d'un album dans lequel on peut aussi facilement picorer des petits sketchs. Le dessin n'est pas en reste, ici il est soigné, avec un trait fin, et un style qui s'est alterné en fonction des histoires. Pozla finit de faire passer un agréable moment de lecture, même aux lecteurs exigeants. Sa mise en couleur mélange le bleu et un camailleux qui va du rouge au rose, les couleurs de l'amour qui, comme le dit clairement le titre, sera une des thématiques fortement présentes ici. Avec linge sale, amour et céréales, il y a donc tous les ingrédients pour une très bonne lecture, un titre dans lequel je ne me suis pas ennuyé une minute et que je recommande chaudement. Sorti en début d'année 2025 et passé sous mon radar au moment de son arrivée en librairie, je voulais aussi revenir sur Queen Lil, album qui nous ramène au temps de la prohibition en Amérique au début du siècle dernier. Mais ce n'est pas tant la période qui va nous intéresser ici, même si elle a une forte importance, mais plutôt celle qui nous regarde fixement dans les yeux sur la couverture de l'album, une certaine Lillian Miner, celle que l'on surnomme justement Queen Lil. D'ailleurs, le contexte ainsi que cette héroïne au fort tempérament, tout cela est tiré de la réalité, une histoire qui se raconte en fin d'ouvrage dans un petit documentaire d'une dizaine de pages, fort intéressant à lire. Pour le reste, c'est à la frontière entre le Canada et les États-Unis que nous transporte cette histoire qui démarre au cœur des Appalaches en 1910. Au tribunal de Saint-Alban, dans le Vermont, on vient d'autoriser celle qui va se faire surnommer Queen Lil à ouvrir un grand établissement à cheval sur la frontière canadienne et états-unienne, un grand complexe où seront servis de l'alcool et des femmes à volonté. À cette époque, la vente d'alcool est interdite au Canada et l'établissement va user de sa position stratégique pour proposer aux Canadiens ce qui leur est interdit,
un commerce qui va seulement durer une dizaine d'années avant qu'aux États-Unis aussi s'opère un sérieux tour de vis. C'est à ce moment-là que les choses se compliquent pour Queen Lil et ses filles. Elle va devoir user de ses réseaux et de ses amitiés pour continuer de faire tourner un commerce qui a ses habitués et qui rapporte beaucoup. L'album montre ainsi comment cette femme, qui avait pour ambition de prendre un peu de pouvoir que les hommes refusaient de leur laisser, a réussi à prospérer dans un domaine qui faisait plus que flirter avec la légalité. Stéphane Lemardelet, qui signe ici scénario et dessin, nous propose de suivre sur 112 pages ce destin hors du commun, cette force tranquille qui ne manquait jamais de ressources pour mener à bien le Palace of Sin, ce lieu de plaisir à cheval sur 2 pays. Son dessin, à rien statique, joue sur le côté suranné en faisant revivre la période par les vêtements et les décors, un dessin simple mais efficace qui fait plutôt bien le travail et colle parfaitement bien avec le projet. À noter le travail de Laurent Busseau sur la partie scénario, c'est lui qui signe aussi le dossier en fin d'ouvrage qui arrive juste après un petit glossaire de mots et d'expressions québécoises. En effet, les auteurs ont choisi d'apporter un peu plus de réalisme encore en mettant dans la bouche des personnages tout un vocabulaire que l'on rencontrait dans cette région à cette époque, une originalité qui ne nuit pas à la lecture et qui permet de découvrir de savoureuses expressions. Ce sont les éditions La Boîte à Bulles, une maison d'édition en danger qui mérite qu'on la mette en lumière, qui publie cet album très intéressant, un ouvrage qui m'a fait passer un bon moment de lecture et que je ne saurais trop recommander. Comme toutes les 2 semaines, l'épisode s'achève avec un album spécial, la réédition dans son sens de lecture originale, dans un format qui se rapproche du manga avec couverture souple, de l'album Les Années Douces, titre signé du maître mangaka Jiro Taniguchi. Si vous me suivez, vous vous souvenez peut-être que j'avais déjà mis en lumière ce titre au moment de sa sortie chez Casterman dans une version intégrale avec sens de lecture européen. L'expérience se rapproche ici de l'œuvre originale avec une traduction signée Elisabeth Suetsugu et Corinne Quentin. Ici, Taniguchi adapte un roman d'Hiromi Kawakami, roman éponyme dont la première adaptation parue en France date de 2011, toujours chez Casterman, éditeur du mangaka pour le marché français. L'histoire, quant à elle, nous entraîne dans le Tokyo contemporain et plus précisément au bistrot de Satoru, un troquet dans lequel la jeune trentenaire Tsukiko a ses habitudes et dans lequel elle y retrouve un de ses anciens professeurs, Harutsuna Matsumoto, qu'elle appelle avec affection et respect le maître. Si les 2 mangent régulièrement côte à côte, ils vont mettre du temps avant de prendre leur repas en commun et partager le saké. C'est de cette façon que va se nouer au fur et à mesure des soirées une amitié. Lui est veuf et retraité depuis quelques années, quant à elle, elle est âgée de 36 ans et elle est célibataire, ce qui fait que rien ni personne ne les attend chez eux, leur permettant de longues digressions nocturnes accompagnées d'un peu d'alcool. Tout doucement, une complicité va naître entre ces 2 êtres à l'opposé l'un de l'autre, et le bien-être qu'ils ressentent lorsqu'ils sont ensemble va les pousser à passer de plus en plus de temps à 2. Insensiblement, cette relation amicale va lentement se transformer en histoire d'amour que Tsukiko exprime clairement à un maître qui reste sans réaction, la différence d'âge semblant plus gêner le vieux monsieur qui a du mal à s'imaginer s'engager dans cette nouvelle histoire. Proposant un récit qui se déroule avec une certaine lenteur, porté par le trait si élégant de Jiro Taniguchi, on découvre au détour d'une case l'évolution du sentiment amoureux pour 2 personnes que rien ne prédestinait à être ensemble. Alternant les scènes où on les voit de dos, les gros plans sur les expressions, les cadrages où ils sont à 2 et les dessins représentant la nature, ils nous donnent à contempler avec douceur la naissance de l'amour. L'un est au crépuscule de son existence pendant que l'autre rêve et se surprend à imaginer un avenir avec son ancien professeur pour qui elle a désormais un amour profond. Sans jugement ni morale, Taniguchi nous raconte cette histoire profondément humaine en dessin et nous fait passer quelques bonnes heures en compagnie de ces 2 personnages fort attachants.
Ainsi se termine ce 205e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à Monstres américains, deuxième livret des aventures d'Ange Leca, série co-signée Tom Graffin et Jérôme Roper pour la partie scénario, Victor Lepointe pour le dessin et le tout est édité chez Grand Angle. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres dans les albums bonus. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 8 septembre, après des vacances bien méritées, je vous souhaite un très bel été qui sera, je l'espère, riche de belles lectures.